Bonjour, bienvenue dans votre émission Mes nouveaux héros. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage historique russe du XVIIIe siècle, Abraham Petrovitch Hannibal, brillant ingénieur, mathématicien et général d'armée. Notre héros est né en Afrique, dans la cité de Logon-Birni, une ville fortifiée construite sur les bords du fleuve Logon. La cité de Logon-Birni se trouve à l'extrême nord du Cameroun actuel, à la frontière du Tchad. Pendant longtemps, on a cru que Hannibal était né en Éthiopie. Les habitants de la cité, les Lagouanais, sont des descendants d'un peuple mythique, les Sao. Il est né dans la famille du prince de Logon, le Miaré. Aujourd'hui, c'est un sultan qui règne sur Logon-Birni. Hannibal est né en 1696, à la fin du XVIIe siècle, mais c'était un homme du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle commence en 1700 et finit en 1799. Hannibal est mort très vieux, à l'âge de 85 ans, le 20 avril 1781. La cité de Logon-Birni était souvent attaquée par le sultan du Baguirmi, un royaume voisin. En 1703, alors que notre jeune garçon était âgé de 7 ans, il est enlevé à la suite d'un conflit armé et pris en otage. Sa sœur Lagan se jeta désespérément dans le fleuve à la poursuite de ses ravisseurs, et elle périt noyée. Et notre héros fut conduit loin, très loin de chez lui, chez les Ottomans, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle. À Constantinople, le jeune garçon est converti à l'islam et reçoit le prénom Ibrahim. En raison de son origine princière, il est mis au service du sultan. Il devient page, c'est-à-dire serviteur au palais. Mais un an plus tard, il est transféré clandestinement à Moscou, à la cour du tsar de toutes les Russies, Pierre Ier le Grand. Le tsar l'adopte, le fait baptiser à la religion grecque-orthodoxe sous le nom d'Abraham Petrovitch Petrov. Désormais, il est connu sous le nom d'Abraham. Il devient page, puis secrétaire du tsar. En quelques années, il devient confident et un des plus proches collaborateurs de l'empereur russe. Le jeune Abraham apprend les langues, le russe, le français, le néerlandais, mais il aime plus que tout les mathématiques. Dès que le tsar s'en aperçoit, il le confie au meilleur professeur. Alors qu'il a 15 ans, le tsar lui offre un livre d'arithmétique. Hannibal a conservé précieusement ce livre dans sa bibliothèque personnelle. Aujourd'hui, 297 ans après, on peut toujours voir ce livre dans sa maison devenue musée. Lorsqu'il a 21 ans, le tsar l'emmène en France, apprendre les mathématiques, les sciences de l'ingénieur et les fortifications de Vauban. Il retourne à Moscou 6 ans plus tard avec un brevet d'ingénieur et le grade de capitaine de l'armée française. En 1725, Abraham écrit un traité de géométrie qui est le premier livre de mathématiques écrit en Russie. Il enseigne les mathématiques dans les écoles techniques de Russie. En 1725, à la mort du tsar, son père adoptif Pierre Ier le Grand, la nouvelle impératrice, sa mère adoptive, la tsarine Catherine Ier, le nomme professeur de mathématiques et de fortification du prince héritier et futur empereur Pierre II. Abraham Petrovitch devient le chef du corps des ingénieurs de l'armée impériale russe. En fait, il est le premier ingénieur militaire russe moderne. Déjà en 1726, il remet à l'impératrice son deuxième livre, un traité sur l'art des fortifications. C'est aussi lui qui traduit en russe les ouvrages techniques étrangers. Il dirige tous les grands travaux dans l'Empire russe. Les canaux, par exemple le canal de Ladoga, qui est le plus grand fleuve d'Europe. Les ports, les forteresses, les places fortes. En fait, tout le système de défense de l'Empire russe est sous sa direction. Il introduit de nouvelles techniques de construction des forteresses. C'est lui qui introduit aussi l'enseignement de l'architecture civile dans les écoles d'ingénieurs. En fait, il devient le Vauban russe. Abraham Petrovitch Hannibal a eu une brillante carrière militaire. En fait, il a appris l'art de la guerre très jeune. Dès l'âge de 8 ans, il a accompagné le tsar, son parrain, pendant toutes les guerres qui ont opposé la Russie au royaume de Suède et à l'Empire ottoman. Il a gravi tous les échelons de l'armée impériale russe. D'abord lieutenant, puis major, colonel, général-major, lieutenant-général et enfin général en chef de l'armée impériale russe. À l'âge de 30 ans, Abraham Petrovitch a décidé de changer de nom et de se faire appeler Hannibal.
en l'honneur du célèbre général de Carthage. Le jeune enfant venu d'Afrique est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe. Il fut le 4e personnage de l'État, commandant, gouverneur militaire de l'Estonie, gouverneur de la province de Vyborg, près de la Finlande. En reconnaissance des nombreux services rendus à sa nouvelle patrie, l'impératrice Élisabeth, sa sœur adoptive, lui a donné des terres avec des centaines de serfs, des paysans. Il est donc devenu un riche propriétaire terrien, un barin, c'est-à-dire un seigneur. Il fut le premier en Russie à construire des hôpitaux et des pharmacies pour les ouvriers sur les chantiers, des écoles pour les fils d'ouvriers. Il fut également le premier à interdire les châtiments corporels qu'on infligeait à l'époque aux paysans. C'était donc un humaniste. Abraham Hannibal s'est marié à Christine Régine de Sjöberg, une aristocrate suédoise. Ils eurent 7 enfants, 4 fils et 3 filles. Leur fils aîné, Ivan Hannibal, fut un brillant général et héros de guerre. Ses frères furent aussi des militaires. Quant à ses sœurs, elles reçurent une éducation française et épousèrent des fils de grandes familles russes. La petite fille du général noir de Russie, Nadine Hannibal, qu'on appelait aussi la Belle Créole, est la mère du plus grand poète russe, Alexandre Pouchkine, né en 1799, la dernière année du XVIIIe siècle. Dire que le plus grand poète de Russie, Alexandre Pouchkine, est un descendant d'Africains, c'est quelque chose qui a une force incroyable. Le fait de comprendre qu'un Africain, dans une époque, dans un siècle où on était encore en plein esclavage, où les préjugés contre les Noirs étaient en train d'avoir une assise scientifique, est enseigné, en fait, ces préjugés, qu'il y avait des Noirs, des Africains qui avaient pu surmonter toutes ces barrières-là. Les recherches de Dieudonné Niamonkou sont hautement symboliques. Parce que mon travail d'historien tend à montrer que l'histoire n'est pas linéaire du tout. On pense que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, donc nous sommes en fait héritiers d'une tradition humaniste qui fait que nous sommes la partie la plus évoluée de l'humanité depuis des siècles, des millénaires. C'est pas vrai. L'opinion qu'on se fait sur la place des Noirs dans les sociétés européennes est fausse. C'est-à-dire que les Noirs, par exemple, dans les sociétés européennes, ont occupé des postes plus importants il y a des siècles et même des millénaires, puisqu'il y a 2000 ans, les Africains ont été empereurs à Rome, ont été papes au Vatican. En faisant ce travail, effectivement, on arrive à comprendre finalement que oui, il y a eu des apports africains aux sociétés européennes. Tel Cheikh Anta Diop, le travail de Dieudonné Niamonkou est fondateur. Il permet de ne pas oublier l'apport du continent à la culture et à la civilisation mondiale. Alexandre Pouchkine, le père de la littérature moderne russe, avait un aïeul camerounais. C'est l'immense découverte qu'a faite l'historien béninois Dieudonné Niamonkou. Aude Van den Broek est allé à sa rencontre. Historien de formation, Dieudonné Niamonkou est un vrai touche-à-tout. Tour à tour écrivain, traducteur littéraire et conférencier, ce Béninois est un véritable passionné d'histoire. L'année dernière, son travail a été récompensé par une bonne surprise. J'ai été amené, dans le cadre de mes recherches, à faire une découverte, à identifier effectivement le lieu de naissance d'un personnage important dans l'histoire de la Russie. Il s'agit de l'arrière-grand-père du poète russe Alexandre Pouchkine, et que cela m'a valu effectivement des prix en Russie, et qu'il y a l'année dernière, le sultan du Logone, cette région à l'extrême nord du Cameroun, où est né en 1696 l'arrière-grand-père du poète russe Pouchkine, qui s'appelait Abraham Hannibal. Le sultan de cette région m'a fait venir dans le cadre du festival Sao Kotoko et m'a honoré du titre de Alcali de Sa Majesté le Sultan. Donc je suis le conseiller juridique du sultan de Logone Birni. Un véritable honneur pour ce spécialiste de la diaspora africaine en Europe. En 2009, un an après la création de sa maison d'édition, Dagan, 2 de ses auteurs remportent le prix littéraire Fedkan. En 15 jours, nous avons eu plusieurs centaines d'exemplaires de livres commandés par rien que les 2 principales librairies de la place. Ça montre au public, déjà, qui ne nous connaissent pas notre existence, ça montre au public que nous proposons des publications de qualité, que nous avons des auteurs de qualité, que nous faisons attention à cette production éditoriale, et ça montre aussi justement aux auteurs, puisque nous sommes une jeune maison d'édition, nous avons besoin de nouveaux auteurs, voilà, que notre maison d'édition existe et peut peut-être les publier. Une reconnaissance qui a souvent facilité le travail de son service commercial auprès des librairies. Cette année, les éditions n'ont pas été lauréates. Mais Dieudonné Niamonkou le prend avec philosophie. Il faut être un bon perdant, confie-t-il. Rendez-vous l'année prochaine avec, qui sait, de nouvelles découvertes et de nouvelles récompenses.
Dieudonné Niamankou, vous êtes historien et homme de lettres. Vous êtes aussi l'auteur d'Abraham Hannibal, l'aïeul noir de Pouchkine. Comment avez-vous réussi à remonter dans la généalogie d'Alexandre Pouchkine? Pour remonter dans la généalogie d'Alexandre Pouchkine, j'ai dû m'intéresser d'abord aux écrits d'Alexandre Pouchkine sur sa famille et aussi aux archives russes. Pouchkine a écrit un roman, Le Nègre de Pierre le Grand, dans lequel il parlait de son arrière-grand-père africain, qui était noir, Abraham Hannibal. Et pour reconstituer son histoire, j'ai étudié les archives russes et c'est ainsi que j'ai découvert que un enfant africain a été déporté de l'Afrique vers la cour ottomane en 1703 et puis ensuite à la cour du tsar de Russie Pierre Ier le Grand. Et cet enfant était originaire du Cameroun actuel, contrairement à la thèse ancienne qui disait qu'il était originaire de l'Éthiopie. Alors votre œuvre doit être adaptée au cinéma. Qui aura en charge la réalisation du film et est-ce que vous aurez un droit de regard sur l'œuvre? Oui, j'aurai un droit de regard parce que je suis consultant historique du projet. Et puis, ce qui est plus important encore, la réalisation est confiée à Gérard Corbiot, un des plus grands réalisateurs européens qui est d'origine belge, qui a eu un Golden Globe Award pour son film Farinelli et le maître de musique. Est-ce qu'il y a une date de sortie ou ça a déjà commencé en fait le tournage? Le tournage n'a pas commencé. Nous sommes en phase de pré-production, c'est-à-dire le scénario est terminé, il a été écrit et actuellement, justement, les producteurs sont en train de monter une coproduction et trouver les financements. Il faut dire que le budget est important. C'est un grand film historique que nous souhaitons faire d'un budget d'environ 20 millions d'euros. Ah oui. Alors, vous avez également mis à jour l'ascendance africaine de nombreux Européens avant le XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques exemples? Oui, on ne pense pas souvent aujourd'hui que parmi les grandes figures de l'histoire européenne, il y avait de nombreux Africains. On peut citer par exemple Saint Augustin, un des plus grands théologiens de l'Église chrétienne. On peut citer une dynastie africaine qui a été empereur à Rome, Septime Sévère, son fils Caracalla, qui sont originaires d'Afrique. On peut citer également, dans l'histoire de l'Allemagne du XVIIIe siècle, un grand philosophe africain originaire du Ghana actuel, Anton Amo, qui a été professeur de philosophie à l'université de Halle en Saxe. Alors, vous êtes également éditeur puisque vous avez fondé les éditions Dagan. Qu'est-ce qui vous a encouragé à investir dans ce secteur? Plusieurs facteurs. Déjà, étant père de famille, je ne trouve pas toujours les livres que j'aurais aimé que mes enfants lisent à l'école. Quand je vais à la bibliothèque de l'école maternelle où va ma dernière fille, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité en France n'est pas toujours très présent. Et même quand elle l'est, les thèmes abordés ne sont pas toujours aussi intéressants. Et puis, autre chose, j'estime qu'effectivement, l'offre éditoriale sur l'Afrique et les Antilles, en France, n'est pas encore suffisante. Donc, il y a de la place encore pour des éditeurs. Et donc, les éditions Dagan ont cette vocation de montrer autrement l'Afrique de façon positive. C'est ce que vous faites, vous, à travers les médias. Nous, à travers nos collections, nous essayons de montrer justement la créativité qu'ont les Africains en matière de tous les genres. Nous avons une collection de polars, nous avons une collection de romans historiques, nous avons une collection jeunesse où nous publions des albums illustrés. Nous publions également de la bande dessinée. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur une bande dessinée très originale qui nous vient du Gabon, inspirée de Mvet avec des super-héros africains issus de la mythologie africaine. Dieudonné Niamankou, vous êtes historien et fondateur des éditions Dagan. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie pour votre invitation. One of the leading figures, even African man. See him standing tall upon the high wall, heading entire defense of this great empire. Military leader, eminent mathematician, talented diplomat, hydraulic engineer, fortification expert, chief administrator of the Ladoga Canal project, and of the Commission of Works in Kronstadt and the Baltic port. Bila Azala, Bila Dandige, Bila Dimadige, Maslina. Bila Azala, Bila Dan, Hannibal, Bila
Evil founded a hospital for the Kronstadt canal workers and their families. Then a school for their children. Ooh, yeah. Prohibited corporal punishment and abusive exploitation that prevailed in serfdom. Abraham Hannibal Murray, a descendant of Swedish nobility, who gave him 11 children. One of them was to be the grandfather of the great Russian poet Alexander Pushkin.